Bonjour. Alors, nous allons poursuivre notre chapitre concernant le dispositif défensif fortifié en Provence. Comme nous l'avons vu la dernière fois, François Ier, couronné en 1515, et Charles règne de François Ier pendant le de grands rivaux, pendant toute la durée de leur vie. Et c'est ce qui les a poussés Sortez vos téléphones. Allez, sortez vos téléphones, s'il vous plaît. Vous ouvrez votre galerie et vous choisissez une photo prise en extérieur dans le coin. Un selfie, n'importe quoi. Bon, rien de trop personnel, hein, vous gardez les photos de vos copains et de vos copines pour vous, ça m'intéresse pas. Et vous me la montrez. Et vous me la montrez. Voilà. Ah, parfait. Je peux te l'emprunter 2 minutes? Oui, bien sûr. Trouvez-moi la particularité de cette photo. Thibaut sait pas sourire. Ok. Mais montrez-moi une photo avec la même particularité. Monsieur? Ah! Il y en a qui commencent à percuter. Là, ça devrait vous sauter aux yeux. On voit des fortifications sur les 2 photos. Yes! Est-ce que vous en avez vu d'autres dans le coin? Il y a le festival Rokorama dans la Tour Royale. Mon père bosse dans un fort au centre-ville. Il y a un musée dans le fort des Ambiers aussi. Ok. Alors maintenant, vous regardez l'annexe 4 que je vous ai distribué la dernière fois. La région est constellée de constructions de toutes sortes. Des murailles, des bastions, des tours, en bord de côte, à flanc de montagne. Rendez-vous compte, des bâtiments de plus de 500 ans côtoient des constructions du XXe siècle. L'implantation paraît très aléatoire et désordonnée au premier abord. Et pourtant, chaque construction, son architecture, sa position a une logique. Tout a un sens. Comme votre présence ici. En expliquant cette diversité et cet enchevêtrement, on retrace ici, dans la rade de Toulon, tous les événements marquants de l'histoire française et européenne. Alors attaquons. Nous sommes début 16e. Toulon commence à devenir un important port de commerce. La ville demande au roi Louis XII une protection contre les pirates. Les canons ont une portée de 400 mètres à cette époque. Où placeriez-vous cette défense? Pas trop loin de la ville, un endroit avec une bonne visibilité. Là, ça serait pas mal. Ici? Ah, bonne idée. C'est d'ailleurs l'emplacement de la Tour Royale, terminée sous le règne de François Ier en 1524. Appelée aussi la Grosse Tour, elle est construite sur le modèle médiéval, mais avec des murailles plus épaisses, car cette époque marque le début des boulets métalliques. Ces murailles supportent mieux le poids de l'artillerie posée sur les terrasses et protègent les chambres à canon inférieures. Nous sommes en 1631. Richelieu ordonne la création d'une marine d'État royale et permanente. Grâce à sa rade qui fait office de protection naturelle, il fait de Toulon le grand port de guerre de Méditerranée. Sous son règne, ainsi que sous celui de Louis XIV, l'enceinte de la ville et l'arsenal sont agrandis. Et la côte se constelle de défense maritime contre les attaques navales et les débarquements. Quelqu'un a-t-il une remarque d'ordre architectural? Le design des constructions est vachement plus sympa. Exact. N'oubliez pas, tout a un sens. Marilou, tu peux me faire une rapide recherche sur les forts bastonnés, s'il te plaît, on y revient après. On est au XVIIe siècle, celui de Louis XIV et de son grand architecte militaire, Vauban. C'est d'ailleurs lui qui a conçu ces fameux forts bastonnés pour mieux répondre au progrès de l'armement. D'ailleurs, on parle de tout ça comme d'un grand jeu de stratégie, mais il faut pas oublier qu'il s'agit de guerre. Des gens mouraient. Et un des objectifs de Vauban était de limiter les pertes humaines. Alors Marilou, cette recherche? D'après ce que j'ai compris, la forme en étoile permet d'éviter les angles morts au pied des tours, car chacune d'elles peut protéger l'autre. Les forts sont moins hauts, moins visibles, et entourés par ce qu'on appelle un glacis, un terrain nivelé, dégagé de tout arbre, sur lequel aucun mouvement ennemi n'échappe à la vue des défenseurs. Ok. Bon, maintenant, il me faut un spécialiste des jeux de stratégie du style Age of Empires. En 1707, le duc de Savoie se heurte au chapelet côtier, mais révèle des failles dans la défense. Comment feriez-vous pour défendre la ville à cette époque? Quelqu'un? Ben, faudrait renforcer les forts côtiers et la ville pour avoir plus de puissance. Pourquoi pas?
Mais comment tu prends l'avantage sur un adversaire qui a la même portée de canon que toi? En construisant en hauteur et du côté est, car c'est de ce côté qu'est la menace, le pharaon fait une barrière naturelle. Résultat, faut s'adapter au relief. Le choix des positions est très précis. Il faut à la fois voir pour défendre le bastion et anticiper les mouvements adverses, mais aussi être à l'abri pour se prémunir des attaques de l'ennemi qui cherche à vous assiéger. Et c'est pas pour rien que vous avez eu tant de mal à les repérer et que les couchers de soleil ils sont si beaux. Tiens d'ailleurs, un fort particulièrement difficile à repérer, c'est le fort Napoléon. Quasiment invisible, même lorsqu'on est à ses pieds. Il fait partie du dispositif mis en place par Napoléon Ier pour totalement contrôler l'entrée maritime de la ville, notamment Saint-Mandrier, qui est la véritable clé de la rade. Une chose qui conditionne plus que tout les stratégies militaires, et je pense que vous l'avez compris, c'est la puissance des armes. Une arme est inventée, puis une parade, et ainsi de suite. Au 19e, la révolution industrielle fait faire un bond à cette puissance. Et en moins d'un siècle, la portée passe progressivement de 1 à 40 km. Parallèlement, les bâtiments évoluent et s'adaptent. C'est pourquoi on devine plusieurs époques sur un seul et même ouvrage. Ils s'enterrent progressivement pour accroître leur résistance et leur discrétion, sont réhabilités pour devenir de simples batteries anti-aériennes, parfois même abandonnés, car obsolètes. Du point de vue géographique, les positions fortifiées s'éloignent pour échapper à cette portée grandissante, jusqu'à la mise en place de cette ceinture de forts sur un périmètre de 35 km entre Sifour et la Colle-Noire, en passant par le Baou, le Montcaume et le Coudon. Mais au final, toutes ces fortifications, on a quand même l'impression qu'elles ont parfois peu servi. C'est que leur rôle dissuasif a été rempli. Pour attaquer, il faut parfois chercher une faille, non pas dans le bastion, mais dans tout le système. D'ailleurs, est-ce que le nom de Port-la-Montagne vous dit quelque chose? Nous sommes en août 1793. La faction royaliste de la ville, qui ne se reconnaît pas dans cette première république instituée depuis la Révolution de 89, livre la ville aux Anglais et laisse l'armada britannique et leurs alliés espagnols et napolitains pénétrer dans le port. Le général Cartaux, à la tête de l'armée des Carmagnols, est dépêché sur place pour reprendre la ville. La tâche s'annonce difficile, car les Anglais retranchés, emmenés par l'amiral Samuel Hood, profitent de l'efficace bouclier défensif conçu par les Français eux-mêmes. Pourtant, un jeune capitaine de 24 ans repère une faille qui permettrait de couper les assiégés de leur ravitaillement, un certain Napoléon Bonaparte. En prenant la colline du Caire, il se rendrait maître des forts de l'Aiguillette et Balaguier, et ainsi de l'entrée de la rade. Cartaux n'apprécie guère l'homme. Le plan est rejeté et le siège s'éternise. Le général Dugommier, son successeur, autorise Bonaparte à mener l'attaque. La nuit du 16 décembre, l'assaut est donné. Bonaparte, parmi ses hommes, y sera même blessé. Au matin, la position est prise. Quelques jours plus tard, les Anglais et leurs alliés évacuent la ville, en laissant la flotte française en proie aux flammes. La ville est destituée pour prendre le nom de Port-la-Montagne. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Monsieur, Oui, je peux vous poser quelques questions sur le siège de Toulon, s'il vous plaît? oui, bien sûr. Du coup, C'est toi qui as fait ça, là? ouais, enfin, ça m'arrive de dessiner un peu en cours. C'est très bien, hein. C'est super. Et tu voulais me demander quoi, du coup? C'est par rapport au siège de Toulon, en fait. Napoléon attaque sud-ouest, ça, ok, mais c'est un peu flou, en fait, ce qui se passe à l'est. Oui, attends, tu vas comprendre. Regarde. Là, tu vois sur le flanc est, le général Lapouape cherche à passer la ligne de fort post-1707. Oui, de la Mague jusqu'au Bas-Faron. Voilà. Là où se trouve l'actuel fort Pharaon. Tu l'as bien mis d'ailleurs sur ta carte. Du coup, après avoir été repoussé et avoir fait une